Oh que oui, parce que c'était une des premières fois où je m'affirmais dans ma vie. Ce que je pourrais dire à cette personne-là, à cette femme, n'aie pas peur, laisse-toi aller et surtout, va chercher de l'aide. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'écouter, te croire. Vous venez d'entendre la voix de Louise. Elle est résidente dans une des habitations des Maisons de l'Ancre. C'est un organisme qui héberge les femmes en difficulté et aussi les personnes trans et non-binaires. Je m'appelle Ariane Langteau, je suis intervenante et je travaille comme chargée de projet aux Maisons de l'Ancre. Quand on a su qu'on aurait la chance de faire un balado, on a commencé par aller vers nos résidents et résidentes pour développer le projet ensemble. Louise et Michel se sont portés volontaires. Je m'appelle Michel et je réside aux Maisons de l'Ancre depuis décembre 2018. Je m'appelle Louise et je réside aux Maisons de l'Ancre depuis janvier 2018. On a réfléchi ensemble pendant plusieurs mois sur quoi devrait porter notre balado. En travaillant sur le terrain, on voit que même si en surface, les causes et difficultés qui nous amènent à l'hébergement sont multiples. On se rend compte qu'il y a beaucoup de points en commun sur ce qui aide les gens à se rétablir. Alors c'est à ça qu'on consacre notre série balado. Bienvenue à l'épisode 2. Avais-tu peur que ton maquillage fasse du Au cas bruit? que je pleure. Oui. Une belle voix, Louise. Merci, Michel. C'est vrai que de se voir, c'est comme... ça commence bien une journée. Bonjour Michel, bonjour Louise. Bonjour. Aujourd'hui, on fait de la place pour aborder le vécu de Louise, ce qui l'a amenée à devoir être hébergée aux Maisons de l'Ancre et son parcours de rétablissement depuis les dernières années. Louise, comment ça va? Ça va nerveuse le matin. Moi, les seules préoccupations ce matin, c'est les questions. Mais je vais faire de mon mieux, puis on va faire comme quand on était au comité, puis que ça sortait tout seul. Fait que je vais essayer de faire mon gros possible. Puis s'il y a quelque chose, ben je te ferai signe. Mm-hmm. C'est ça. Comme je t'ai dit, s'il y a une question que ça te tente pas de me répondre, tu me dis que ça te tente pas de me répondre, puis il n'y a pas de problème. Ça marche. L'épisode d'aujourd'hui va être un tremplin pour parler de courage. Le courage que ça prend pour demander de l'aide. Du courage que ça prend pour ressentir pleinement nos émotions. On va essayer de nommer ensemble les raisons qui peuvent rendre ça très difficile de parler. J'espère qu'on pourra aussi toucher à la beauté qu'il peut y avoir quand on réussit finalement à exprimer nos besoins et pourquoi c'est une partie importante de notre établissement. Louise, c'est peut-être la première fois aujourd'hui que tu vas partager autant d'un coup sur ton histoire. Qu'est-ce qui donne le goût puis le courage de faire ça aujourd'hui? Pour aider les gens à pouvoir réussir à parler, puis pas rester dans le silence trop longtemps. Mm-hmm. Ça te rend émotive. Pas trop pire, nerveuse. Je sens déjà les larmes, mais je veux que les gens parlent. Je veux qu'ils réussissent surtout à parler. Louise, pourquoi tu penses que c'est pas une bonne idée de rester dans le silence? Parce qu'on vit à l'intérieur de soi. On se fait des petits hamsters qui roulent, puis ça amène une vie qui devient difficile, que tu vois pas de sortie. Puis avec tout ce que j'ai vécu, il faut sortir de là. Michel, comment tu as envie d'être là pour Louise pendant son témoignage? Je suis de tout cœur avec elle. Ça me touche énormément ce qu'elle dit. Et puis,
Je fais en sorte de respecter le silence, justement pour la compagnie. Louise, t'es arrivée aux Maisons de l'Ancre en janvier 2018. Au moment de ton arrivée, est-ce que ça faisait longtemps que tu avais besoin d'aide? Énormément. Au moins 5-6 ans, c'est pas plus. Qu'est-ce qui se passait pendant ces années-là? Ça allait pas bien, je m'étais mis à boire. Surtout que je venais de vivre une séparation. Il y avait toujours les idées noires. Par rapport à la séparation, j'ai été dans le silence et ça l'a mimé ma vie au fait que j'avais plus envie de vivre. Puis la boisson, elle a aidé beaucoup à descendre, comme on dit. T'avais-tu d'autres difficultés en plus de celle-là? Oui, j'avais vécu les abus sexuels à l'âge de 11 ans et ça a été... c'est depuis ce temps-là que j'ai gardé le silence. Puis aujourd'hui, j'ai envie de partager pour que les autres gens qui peuvent vivre ça ne restent pas trop longtemps dans le silence. Puis on te remercie pour ça. Merci, C'est vraiment courageux. merci. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pu en arriver à demander de l'aide aux Maisons de l'Ancre? J'en pouvais plus d'avoir du mal à l'intérieur. Et c'est surtout le mal à l'intérieur que ça a creusé, que ça a fait, qu'il faut sortir de là. Je me suis sentie beaucoup abandonnée et seule, à ne pas pouvoir parler de rien à personne. C'est ce qui a fait. Dans le contexte de ta séparation? Dans le contexte des abus, dans le contexte de la séparation aussi, parce que je me suis sentie abandonnée et trahie surtout. Même s'il y avait des choses que je voyais qui étaient inacceptables, mais je gardais toujours le silence depuis ma jeunesse. Fait que j'ai gardé le silence là aussi. Tu parles d'idées noires. Comment on se sent à l'intérieur quand on vit ça? On se sent très mal. On se sent impuissante. Parce que plus tu y penses, plus ça devient impulsif, ça devient fort. Puis à un moment donné, pour arrêter cette souffrance-là, c'est là qu'on arrivait à se faire du mal. Donc, de faire de l'automutilation. Ça devait faire vraiment mal en dedans. Énormément, oui. Louise, tu m'as partagé avant qu'on vienne en studio aujourd'hui que tu étais d'accord qu'on parle du fait que tu as vécu une longue période de violence psychologique en contexte conjugal, même s'il y a peut-être des gens de ta famille qui pourraient entendre le balado un jour. Merci pour ton courage. C'est important pour toutes les autres personnes qui vivent le même genre de situation. Ça devait être dur de vivre dans ce contexte-là. Oui, et c'est là que j'ai commencé à boire Mhm. pour pouvoir oublier, mais ça empirait les choses Comment ça empirait? dans ma tête. Beaucoup dans ma tête. C'est quoi qui se passait dans ta tête? Dans ma tête, en buvant, j'essayais d'oublier les images ou les paroles qu'on me disait et les images que je voyais. Ça te rend émotif de parler de ça? Oui.
C'est normal, c'est dur. Très dur, oui. Parce que ça fait remonter beaucoup de choses. Mais il faut que j'en parle. Il faut surtout. Genre pour peut-être finaliser le vécu et de commencer à vivre normalement, Ça te redonne du pouvoir, en fait. en plein ça. Cette relation-là, elle a duré combien de temps? 25 ans. Wow. C'est long à endurer, ça. Ben, ce que je voulais dire, plus, non, ça a été 25 ans de vie avec mon ex. Mais je te dirais, les 5-6 dernières années étaient plus difficiles. Mhm. Ben, puis même, 5-6 ans, il reste que c'est un long moment, pour vivre la violence psychologique aussi. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à en dire. C'était inacceptable. Louise, c'est quoi l'impact que ça a eu sur ta capacité de fonctionner au quotidien? Ça a été difficile parce qu'il y a eu beaucoup de mon côté. J'ai eu 2 enfants. Les 2 ont vécu des choses différentes, mais dernièrement, on me dit que j'étais mieux aujourd'hui, qu'est-ce que je pouvais, comment j'élevais mes enfants, puis que j'étais comme vraiment pas là, psychologiquement, puis pour les élever, puis j'aurais dit des mots qui auraient pu les blesser, puis qu'encore aujourd'hui, on m'en parle. Puis j'essaie de faire le mieux que je peux avec mes petits-enfants. C'est impressionnant. Ta capacité à te relever. Ouais. Tu es capable de toucher à cette tristesse-là de ne pas avoir eu cette relation-là avec tes enfants? Oui. Puis même si je m'occupe de mes petits-enfants puis que je donne tout ce que je peux, j'essaie de leur en donner aux filles aussi, puis de leur parler différemment aujourd'hui. Et peut-être un peu tard, mais rien n'empêche qu'on peut corriger certaines choses. Ce qui est tellement à ton honneur. Merci. Qu'est-ce que tu faisais, en fait, pour dealer avec tout ça? Est-ce qu'il y avait des gestes que tu posais ou des habitudes que tu as développées pour essayer de te sentir mieux, mais qui finalement t'aidaient peut-être pas à t'en sortir ou à aller mieux? Si je regarde ça, il y a plein de choses. Les gestes comme je faisais, il y a des fois que je me poussais de la maison en laissant les filles. Pour moi, j'essayais de me sentir mieux en prenant des médicaments aussi. Tu étais vraiment en mode survie de plein de façons. Oui, j'essayais de trouver des solutions. Et depuis ma jeunesse, j'ai connu ces 2 solutions-là. Les médicaments ou l'automutilation, Mhm. que j'ai continué à faire toute ma vie. Mais surtout depuis décembre 2024. C'est là que j'ai réalisé que, après mon problème au cœur, que la vie valait la peine de continuer en changeant tout ce qu'on peut. Comment ce qui se passait, ce que tu vivais en décembre 2024 t'a fait réaliser ça?
une autre séparation. Puis surtout quand le médecin m'a dit, s'il arrive quelque chose, est-ce qu'on vous réanime? Moi qui ai toujours voulu mourir. Et la réponse a été c'était oui, je veux continuer. Wow. C'est là que j'ai réalisé avec avec le problème au cœur que tu peux plus vivre comme tu vivais. Faut que tu changes ta façon de vivre. L'événement, mon cœur pour le 2024, c'était la dernière séparation avec mon ex-conjointe. Et c'est là que pendant 3 semaines, j'ai recommencé à prendre des Tylenol. 2-3 jours par semaine, aux quantités de 30 Tylenol par jour. Qui a peut-être fait que mon cœur a voulu arrêter de battre. Parce qu'en dernier, il était rendu à 30%. Et v'là pas longtemps, elle a essayé de communiquer avec moi. Mais elle avait réussi à communiquer avec moi. Puis le même soir, elle me demandait si on voulait renouveler nos vœux d'amitié, d'amour, de mariage. Puis de vouloir aller manger au restaurant le mardi comme on faisait avant. J'ai été comme les 2 jours de cette fin de semaine-là à avoir la pression élevée. Puis j'ai été capable de mettre mon pied à terre le lundi en parlant avec les intervenantes des maisons de langue. Tu parles que ta pression, elle a été forte pendant toute la fin de semaine. Ton corps te disait que c'était pas une bonne idée d'aller là. En plein ça. Parce que je pouvais pas savoir à quoi m'attendre. Et surtout, avec tout ce qu'on m'avait dit, quand j'avais appris comment qu'elle agissait, je me suis dit non, je ne rembarquerai pas dans ça. Parce que je vais avoir encore du mal. Puis déjà, juste à lui parler, je commençais à avoir du mal sur ce côté de la pression. Fait que j'ai arrêté ça tout de suite. T'as arrêté ça à temps. Oui. Avant que ça aille trop loin. C'est dur ce que t'as fait. S'affirmer. Oh que oui, parce que c'était une des premières fois où je m'affirmais dans ma vie. Et c'est tout un exploit. Ça l'a comme été un moment d'éveil, si je peux dire. Oui, énormément. Ça m'a permis de m'occuper de ma santé, de faire des choses, mieux manger, faire des exercices, perdre du poids. Et ça va bien pour l'instant. Fait que je veux pas lâcher ce côté-là. Et ce que je sais, ce que je veux que les gens vivent aussi. Qui arrive à prendre soin d'eux. Oui. De pas rester dans le passé. Louise, tu viens nous partager que tu vivais une forme de dépendance qui n'est pas très connue, l'automutilation. Je comprends que ça peut devenir une façon de rechercher une forme de soulagement, de voir visuellement, avec le sang, les émotions, enfin sortir de notre corps. Ça peut permettre de ressentir une forme de break, en fait, de ce qui nous habite, même si c'est juste un 10 minutes. Est-ce que c'est ça que tu recherchais dans ce geste-là? Oui. Je voulais que dans ma tête, ça l'arrête. Pour moi, la façon que je voulais que ça l'arrête dans ma tête, c'est de mettre la douleur ailleurs sur mon corps. Pour ne pas
continuer à faire rouler le hamster, puis Ça permettait de l'arrêter pendant un bref instant. oui. Même si je savais que ça recommencerait une journée ou l'autre. Mais en ce moment-là, ça m'aidait. Puis je pouvais faire autre chose de ma journée après. C'est quoi les autres moyens que tu utilises pour aller mieux maintenant? M'occuper de moi-même. De parler aux intervenantes, aux personnes qui peuvent être là. C'est ce que je trouve pour le moment qui est mieux pour moi. Et grâce à Michel, j'ai découvert l'art de la peinture. Et ça m'aide beaucoup. Parce que quand je vois ma toile finie, ça me met le sourire d'en face. Cette chose-là que je n'ai jamais eue de ma vie. Puis qu'aujourd'hui, je commence à avoir le sourire. Et surtout avoir le goût de vivre pour continuer à faire ça. Louise, quand on vit des difficultés comme celles que tu nous partages, souvent c'est parce qu'il y a plusieurs causes qui s'accumulent. Tu te rétablis aussi actuellement d'abus sexuels que tu as vécu pendant l'enfance. As-tu l'impression que toutes ces choses que tu as vécues t'ont poussé à garder tes émotions par en dedans? Est-ce que c'est resté difficile pour toi-même de pleurer? Oui. Le silence a fait que je me suis coupée de mes émotions. Même si j'essayerais de... Mais on ne peut pas essayer de pleurer parce que ça arrive seul. Ça n'arrive pas encore. Fait que oui, tout ce que j'ai vécu m'a empêché de... En me coupant des émotions, de pleurer. Je suis restée une personne comme fermée, timide, qui n'était pas capable de parler aux gens. Tu étais moins disponible à ce moment-là, puis maintenant, tu l'es? C'est ça. J'étais surtout moins disponible dans ma tête. Parce que j'étais encore trop dans mes émotions. Puis même quand j'arrivais au travail, je réussissais parce que je travaillais à la caisse. Fait que tu n'avais pas le choix d'avoir le sourire. Et j'étais fière pareil parce que j'avais du plaisir à parler avec les gens puis tout ça. Mais quand je sortais du magasin, je retournais à la maison. Tout revenait. Je laissais dehors quand je rentrais, puis je le reprenais en sortant. Pour pas que ça paraisse au travail. Mm-hmm. Mais les dernières années, j'ai pas pu continuer parce que je n'étais plus capable. Tu n'étais plus capable de travailler? Oui, j'étais surtout plus capable de laisser le masque dehors. Fait que là, je le gardais même à l'intérieur. Je me souviens d'un moment où j'avais parlé avec une de mes patronnes qui était vraiment superbe. Et un fameux lundi matin, j'ai appelé. Puis je lui ai dit merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Et elle a été comme bien réveillée, puis Louise, ça va? Elle dit, je vais essayer de t'appeler. Elle ne trouvait pas mon numéro. Mais tout le temps que je lui écrivais, je prenais n'importe quel médicament de ma médication que j'avais mélangé dans un bol. Fait que... C'est une personne qui a senti au bon moment qu'il fallait qu'elle soit là pour toi? Oui. Fait qu'elle a appelé au travail pour avoir mon numéro. Mais une des employées qui me connaissait, qu'on était là depuis le début ensemble, c'est elle qui m'a appelé, puis ils ont essayé d'avoir mon adresse. Et je répondais pas.
Je voulais pas la donner, mais ils l'ont finalement trouvée. Et ils ont envoyé des gens pour m'aider, mais c'était un des plus gros gestes que j'avais fait pour pouvoir essayer de passer de l'autre côté. Est-ce que tu es contente au final que ça n'ait pas marché? Aujourd'hui, je te dirais oui. Parce que j'aurais pas connu Michel, j'aurais pas connu les gens qui sont alentour de moi. L'amour de mes petits-enfants. Puis retrouver mes filles. Puis essayer d'être mieux avec eux. Moi, je suis contente que tu sois encore là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur ton vécu, Louise, que tu aimerais que les gens sachent? Sur mon vécu, la chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est que je sais que c'est un sujet vraiment tabou. Mais s'il y a des gens de votre famille qui le savent ou qui l'ont appris, il faudrait que même eux ne gardent pas silence puis essayent d'aider la personne de leur famille qui a vécu ça ou qui le vit présentement. Parce que quand tu le découvres après, ça fait encore plus mal. Tu parles des abus? Les abus, puis les membres de la famille, les cousins, cousines, où tu oses poser la question pour pouvoir finalement passer à autre chose et que tu découvres qu'ils étaient au courant, puis qu'ils n'ont jamais fait de gestes, ça fait encore plus mal que de vivre les abus. S'il vous plaît, gardez pas le silence. Parlez. Ça t'a fait encore plus mal de savoir que ces gens-là, ils t'ont pas protégé. Oui. Et surtout il faut que je le dise, surtout de ne pas entendre, mais je ne l'ai pas entendu par la personne même, mais par les cousines. Si Louise vous dit quelque chose, ne la croyez pas. Elle est menteuse. Et ce qui a fait que personne est venu me voir. Fait qu'on t'a pas juste pas protégé, on t'a fait du mal ouvertement. Ben, de façon cachée, là, si je peux dire. Là. C'était tellement tabou, puis on a rajouté une couche de tabou, si je peux dire. Là. Oui, je peux dire que ça a fait mal sur le moment. Je me pose encore la question pourquoi ils sont pas venus poser la question. Mais je me dis maintenant où est-ce que je suis rendue, ça ne donne plus ça vaut plus la peine de poser encore les questions pour savoir qui était au courant. Parce que je veux passer à autre chose, je veux plus vivre dans le passé. Ça prend énormément de maturité émotionnelle pour être capable de faire ça. Oui, mais il y a une chance que présentement dans ma vie, j'ai une psychologue qui m'aide. Et vraiment, j'ai fait un bon bout de chemin avec, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que je suis rendue là. Louise, moi, je te crois. Je te remercie sincèrement de ton partage. Il y a d'autres personnes qui vivent des choses comme que tu as vécu, puis ça vaut la peine d'être dit. Merci. Merci à toi.
Merci à toi d'être là. À toi aussi. Vous êtes tellement touchante à regarder. Michel, est-ce que tu aimerais poser des questions à Louise sur son vécu? Comment ça s'est passé? Tu sais, tu as eu un réveil là, du cœur, là. Mhm. Mais comment ça s'est passé dans la réalité de tous les jours de te mettre en action pour prendre soin de ton physique? Je crois que ça a commencé à la sortie de l'hôpital, OK. où ce que j'avais remarqué que j'avais perdu du poids. Puis je me suis dit, on y va, on lâche pas, puis on continue. Puis tranquillement, j'essayais de trouver des solutions. Puis c'est là que, vu mon diabète surtout, que là, il fallait que je prenne soin de moi si je voulais avancer. Puis j'essayais tout pour faire des exercices. Puis avec ma fille, la plus grande, elle me montrait un site et c'est là que je me lève à 7 heures le matin, puis à 7h15, je commence déjà les exercices avant de manger. Wow. Puis j'ai des résultats. Des fois, on reste stable. On va remonter les exercices puis la marche. C'est là que le réveil est arrivé, puis je veux redevenir la jeune adolescente qui avait à peu près une taille normale, si je peux dire. Mm. Et je veux retrouver cette personne-là comme si je voudrais comme recommencer ma vie de jeunesse, Oh, wow. Ça puis m'épate. oublier les années qu'il y a eu les Mm. abus pour pouvoir remonter à vivre, Mm. surtout. C'est ce qui a été l'éveil le plus. Ben, merci. Merci de me partager tes trucs. Parce que c'est pas évident. Je trouve que tu as beaucoup de résilience. Tu es très résiliente, très forte. Puis tu as surtout de la continuité. Tu sais, tu continues ce que tu entreprends. Ça me touche profondément. En tout cas, je t'admire beaucoup. J'aimerais faire comme toi aussi, puis je pense que je vais y arriver. Je le crois, moi aussi. Une journée à la fois, surtout. Oui. Pour reprendre la question qui avait tant fait du bien à Michel qu'un intervenant, je lui avais demandé, c'est quoi tes rêves aujourd'hui, Louise? À 11, 12, 13 ans, je me vois avec des anciennes photos que je grimpais dans les arbres. Je veux faire ça. Pas nécessairement grimper dans les arbres à 60 ans, mais avoir la joie de vivre. Surtout de sortir du passé puis de vivre au présent. Si je comprends bien aussi, avoir de l'énergie, puis pouvoir faire les choses que tu as envie. Surtout de l'énergie, oui. Ça, je l'ai vu. Combien de fois l'intervenante pouvait me le dire, ou on me disait, va prendre des marches, ça va faire du bien. Mon Dieu, que je n'ai pas écouté, mais comme Michel parlait dans le premier épisode de Laurence, Laurence, c'est votre c'est intervenante. notre intervenante aux habitations Maison de l'Ancre. Je lui en dois beaucoup. Elle m'a sauvé la vie. Elle a réussi à me convaincre de pouvoir aller à l'hôpital. Puis elle a réussi à me convaincre d'aller prendre des marches. Que finalement, l'hiver a passé. Puis là, je sors presque à tous les jours marcher. Faire le tour du parc. Aller à la pharmacie. Je me suis même débarrassée de mon quadriporteur pour être sûre que je ne le prendrais pas pour aller faire les commissions, mais de marcher pour me rendre aux commissions. Et ça marche. J'ai un déambulateur qui m'aide. Puis avec ça, je reprends l'énergie même. Hey, wow, ça marche, c'est inspirant. Merci.
Toi, Michel, tu connais Louise de plus en plus depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le genre de personne qu'elle est? J'ai envie de dire que c'est une combattante. C'est une combattante. Vraiment, elle a la résilience est très forte, très même, je dirais, puissante. Puis, je la trouve intéressante aussi au niveau de la Candide. Tu sais, elle est candide des fois, puis elle dit des jokes. Vraiment, c'est souriant, c'est hop la vie. Ça fait beaucoup de bien. Puis je la vois travailler avec beaucoup de technicalité quand elle crée. C'est beau de voir ça. C'est beau de voir toute l'attention qu'elle porte à ses œuvres. Puis de même venir vérifier avec moi ou avec une autre personne, voir si c'est adéquat, si c'est la bonne couleur, si c'est le bon outil. Très humble. Elle est très humble. On a commencé à les bons matins, les bons jours, le matin, les bonnes nuits le soir. Et que pour moi, il y a un lien. Encore. Merci d'être là. Surtout merci pour tout ce que tu viens de dire. Ça me touche énormément. Je suis très contente. Merci à toi aussi. Quel impact ça a pour toi, Michel, d'entendre ce témoignage-là de Louise? Bien, c'est sûr, c'est un gros impact parce que j'ai vécu des similitudes dans certains égards. Et puis, je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Ça m'inspire. Ça m'inspire pour moi de continuer à me rétablir, continuer à demander de l'aide, à briser le silence, aller chercher des ressources, à écrire, à parler avec justement notre intervenante, Laurence. Puis comme on habite dans le même lieu, mais c'est encourageant de se voir, de se rencontrer, de jouer aux cartes ensemble, de faire de l'art, d'en discuter. C'est très vivifiant pour moi. Oui. J'aimerais aborder ton arrivée aux Maisons de l'Ancre, Louise. Qu'est-ce qui s'est passé comme événement déclencheur pour que tu arrives aux Maisons de l'Ancre? Mes états d'âme, mes automutilations qui devenaient plus fréquents. Puis j'avais besoin vraiment d'aide. Là, je l'ai vu que je pouvais plus rester seule. C'est ce qui m'a amené d'accepter par la travailleuse sociale de oui, on va aller voir. Puis on va voir ce qui va arriver, si ça aurait été long ou pas. Puis j'ai été quand même chanceuse. Je pense un mois après, je rentrais aux Maisons de l'Ancre. Dans mes souvenirs, là. C'est le mal intérieur que j'avais qu'il fallait que j'arrête. Puis tu te dis, tu as eu de la chance que ça se passe rapidement dans le temps d'un mois. Là. Puis effectivement, là, on en a énormément de demandes à tous les jours pour l'hébergement. C'est pas juste aux Maisons de l'Ancre, c'est dans toutes les maisons d'hébergement. Aujourd'hui, tu as ton appartement aux habitations des Maisons de l'Ancre. Au début, tu as passé du temps au foyer des Maisons de l'Ancre, le foyer de groupe. Au foyer, tu avais ta chambre, il y avait un aspect collectif, une vie de groupe, parce que
les espaces communs, la cuisine, la salle de bain étaient partagés avec d'autres résidents, résidentes. Comme tu sais, c'est un changement important dans une vie, atterrir dans un milieu qui vise à être sécuritaire et sécurisant, où il y a de l'accompagnement, où on peut rester à moyen ou long terme. Alors, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui n'a pas changé tout de suite quand tu es arrivé au foyer? Qu'est-ce que tu vivais encore, même si tu étais dans une nouvelle sécurité? La timidité, de ne pas parler, mais j'ai eu la chance que quand je suis arrivée là, il y avait des personnes où on s'entendait très bien. Et c'était quand même une vie, on vivait des moments. Le vendredi, on faisait le ménage, puis on partait tout en même temps, puis on mettait de la musique et on était partis, on faisait le ménage. Dans le temps, on n'avait pas le droit vraiment de se visiter, mais avec une de mes compagnes qui restait sur le même étage, mais en diagonale, ouais, on allait dans la chambre d'un ou de l'autre jusqu'à temps qu'on entendait les pas des marches. Fait que là, on partait comme si on avait fait un mauvais coup. Mais ça, c'est quand même les bons souvenirs. Puis ces moments-là, ils ont été comme heureux pour moi. Puis ça a bien été après, malgré tout. Fait que comment tu as vécu l'aspect collectif d'être dans un foyer de groupe? Comment ça se passait? Puis comment ça a pu influencer ton rétablissement? Ça a été un bon moment où je me suis rétablie pendant que j'étais en foyer de groupe. Mais quand tu retombes tout seul, les petites bébites reviennent. Mais c'est un bout de ma vie que je pourrais pas oublier. Le foyer de groupe, c'est une belle place. Aujourd'hui, tu vis aux habitations, puis tu as beaucoup plus d'autonomie, tu as un logement à toi. Tu es arrivé aux Maisons Longues depuis plusieurs années. Ça a été quoi, à date, les grandes étapes de ton rétablissement selon toi? C'est difficile de répondre à cette question-là. Les étapes pour arriver au rétablissement, c'est que ça a été long. Parce que même si on dit que ça fait 6-7 ans qu'on est là, je commence seulement à me rétablir. Fait que l'étape que je pourrais dire, malheureusement, c'est le problème au cœur qui a fait que, oups, ça m'a réveillée, puis il faut que je commence à me rétablir puis à faire autre chose pour m'aider à pouvoir, justement, même si je vais me répéter, de me rétablir et d'avoir une nouvelle vie joyeuse. Donc, en plus de la peinture, Louise, qu'est-ce qui te fait du bien ces temps-ci comme activité que tu as installée dans ton quotidien? Puis pourquoi c'est aidant? Ce que je pourrais dire, c'est que quand la salle communautaire est ouverte, pour moi, c'est bon parce que je passe du temps là. Je suis pas tout seul, je suis avec des gens. On joue aux cartes. Les ateliers qui se passent, certains ateliers que je participe, ça m'aide moralement, De voir du monde. de voir surtout du monde. Oui. Louise, qu'est-ce que tu as vécu avant les événements en 2024 qui t'ont amené à l'hôpital, qui t'ont permis, si je peux dire, d'avoir un tremplin pour aller mieux aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été aidant et soutenant aux Maisons de l'Ancre dans les dernières années? Laurence, C'est qui, Laurence? c'est l'intervenante aux habitations de l'Ancre. Elle est très humaine. Elle est beaucoup à l'écoute. C'est ce qui m'a aidé à me tenir debout. Même s'il y avait des rechutes, elle était toujours là pour me relever,
trouver des solutions. Le fait que Laurence a été là, je pense que ça fait 4-5 ans qu'elle est là. Je pense que ça fait 5 ans. Puis il y a eu des très bons moments où on parlait, puis il y a des temps où à quelle heure tu manges, puis on mangeait les deux, mais pas juste les deux, parce qu'il y avait d'autres femmes dans la salle. Mais on dînait à la salle communautaire quasiment en même temps pour avoir quelqu'un qui ne touchait pas à Laurence. On garde Laurence, elle est précieuse. Oui, très. Oui. Est-ce que c'est ton cas, Michel, aussi? Très certainement. Ça a été mon cas. Ça l'est encore aujourd'hui. C'est un bon point de référence. C'est une encre. Oui, c'est une encre pour s'avouer, s'admettre, se raconter, se vivre, se porter. C'est important. Est important pour nous. J'entends que Laurence est importante pour vous. Une intervenante, c'est là pour accompagner, écouter, être présente. J'entends ce que tu dis, Michel, par rapport à l'ancrage. Dans ce que tu dis, Michel, ça me fait penser un peu à l'importance de l'approche qu'on a aux Maisons de l'Ancre, l'intersectionnalité. En fait, c'est qu'on prend les femmes et les personnes comme qu'ils et elles sont. On va vous accueillir, la porte grande ouverte, puis vous allez arriver dans l'état que vous êtes, puis c'est bien correct. Oui, j'aime bien le vous, parce que c'est vrai que c'est pas seulement que Laurence, mais toutes les maisons de l'encre, les personnes qui y sont engagées, sont vraiment engagées dans l'intersectionnalité. Alors vraiment, sans jugement, puis c'est vraiment une approche globale de l'être humain. On se sent accepté comme on est. Oui. De ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que un toit, c'est pas suffisant. Puis c'est tout à fait dans notre philosophie, si je peux dire, des Maisons de l'Ancre, qu'on doit être accompagné aussi d'une intervenante quand on a vécu des grandes difficultés comme vous l'avez vécu. Puis je rajouterais là-dessus, moi, que vraiment, je ne peux pas me passer d'une maison sans intervenants. Les maisons sociales, c'est très important d'avoir ça comme ressource, parce que je ne m'en sortirais pas toute seule. Tu nous as parlé à plusieurs reprises, Louise, à Michel et moi, du blocage que tu pouvais ressentir quand, par exemple, même récemment, tu veux appeler une ligne d'écoute. Tu veux-tu nous dire, ça se passe comment quand tu veux parler puis que tu appelles une ligne d'écoute? Est-ce que tu y arrives? J'y arrive pas souvent. Quand j'ai réussi à appeler une ligne d'écoute, ça a pris 1 heure avant que je réussisse à peser au moins sur le piton puis parler à quelqu'un. Mais ma peur, c'est de ne pas être crue. Parce que vu que je parle puis j'ai pas de larmes, est-ce qu'ils vont croire ce que je vais leur dire? Est-ce qu'ils vont croire ce que je vis? C'est ce qui me bloque à appeler des lignes d'écoute, que ce soit suicide action, que ce soit vraiment juste une ligne d'écoute comme ça qui sont ouverts. C'est encore compliqué pour moi aujourd'hui. Donc, l'importance de rester aux habitations puis d'avoir les intervenantes, je me sens crue parce qu'on voit la personne, puis on voit la façon, le visage, puis on sent qu'on est accepté puis qu'on nous écoute surtout. C'est tout à fait normal d'avoir de la difficulté à s'ouvrir. C'est pas quelque chose qui est facile. Demander de l'aide, c'est important, mais c'est difficile. C'est tellement normal de trouver ça tough. On va explorer ces questions ensemble avec Michel dans la suite de l'entrevue.
Une raison qui fait que c'est important mais difficile de demander de l'aide, c'est qu'exprimer un besoin, c'est la dernière des 4 étapes par rapport à l'expression de nos émotions. Souvent, on peut bloquer bien avant ça, dès la première étape, qui est de ressentir dans son corps là où on est. Les 4 étapes, c'est 1. Ressentir notre émotion ou notre besoin dans notre corps. 2. L'identifier. 3. L'accepter. Et ensuite, en dernier, 4. L'exprimer. C'est les 4 étapes du processus émotionnel que j'ai appris dans une formation donnée par la psychologue Pascale Brion. Ressentir, identifier, accepter, exprimer. C'est ça, ressentir, identifier, accepter, exprimer. Il y a donc tout un parcours pour exprimer nos émotions et nos besoins, donc plusieurs étapes où est-ce que ça peut bloquer. Souvent, on peut avoir besoin d'aide pour la première étape pour être capable de ressentir. Alors, j'ai envie de vous demander, Michel et Louise, dans le passé, ça bloquait où pour vous dans les 4 étapes? Ben moi, curieusement, là, j'ai sauté des étapes parce que j'avais tellement besoin de communiquer, de parler aux gens, de me raconter. Je trouvais ça important, d'avoir des témoins de vie de ma journée. Mais ce qui me reste encore aujourd'hui, c'est d'accepter de me rendre émotive. Dans ma condition à moi, j'avais un problème d'exprimer mes émotions dû à un vécu où je n'avais pas le droit de m'exprimer. Fait que pour moi, le langage était plus important de raconter, de dire, de nommer. Puis par la suite, juste de me vivre, j'ai besoin, comme des fois, des personnes alentour de moi pour être capable de vivre mes émotions. Je trouve ça difficile de vivre des émotions. Je trouve pas ça facile de me laisser aller. Ce qui est tellement normal quand on a vécu des traumas aussi. Oui, c'est justement. C'est ça qui a fait en sorte que, malheureusement, je ne peux pas m'exprimer tout à fait à la mesure que j'aimerais. Parce que ça serait trop de tout sortir. Oui, ça serait trop. Il y a des fois, je me sens aux prises, encarcanée dans mon corps, puis je voudrais tellement, quasiment hurler à certains égards, que quelquefois, je m'y prends, puis je vais hurler dans mon oreiller. Puis ça fait sortir la soupape, là. Puis ça fait du bien. C'est vraiment un bon moyen. Oui, je pense que oui. C'est un moyen que je devrais prendre. Pour laisser sortir le méchant. C'est ça. Puis toi, Louise, où est-ce que ça bloquait? Où est-ce que ça bloque maintenant? Y a-tu des changements? Où est-ce que ça bloquait avant? Je pourrais dire oui. Parce que ça a bloqué au début des abus. C'est ce qui m'a fait que j'ai bloqué, que je parlais plus. Puis aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à débloquer, à parler un petit peu plus. On nommera pas la personne avec qui. Tout le monde l'a compris, je crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Laurence. Ah oui? Mais non, aujourd'hui, je me sens moins bloquée puis être plus capable. Et c'est vrai, ce que j'ai pas dit tantôt, c'est que ça fait 2 fois que je vais dans son bureau pour lui jaser. Et elle réussit à me faire sortir des larmes, chose que j'ai de la misère à sortir d'habitude. Fait que ça me permet de ressentir un petit peu les émotions qui sortent. Puis je vais passer à l'autre étape quand celle-là va être réussie. Ce qui est effectivement une super réussite, tu sais, puis ça peut paraître étrange de se dire qu'on est content de pleurer, mais en même temps, quand ça fait tellement longtemps qu'on garde ces larmes-là à l'intérieur, j'imagine que ça peut faire du bien. Là. Oui, vraiment. Spécial, mais oui, ça fait du bien. Puis ça parle de tout le cheminement puis le travail que tu as fait. En plein ça, oui. Qu'est-ce que tu sentais dans ton corps, Louise, après avoir pleuré? Je dirais que les premières fois, c'est que j'étais fâchée. J'étais fâchée d'avoir sorti ces larmes-là.
surtout devant une autre personne. Mais en même temps, après, dans mon corps, c'est que j'étais comme, pas vidée, mais j'étais comme relax. Puis je voyais le bien que ça faisait, si on peut dire ça, que le pleurer, ça fait du bien. C'est tout nouveau, fait que pas que je veux repleurer, mais je sais que là, maintenant, je suis capable encore un petit peu. Puis, Je vois tes petits aquariums qui se remplissent, ça se peut-tu? oui, C'est quelque chose que tu dis souvent quand tu as les yeux dans l'eau, mais que ça reste dans tes yeux. oui, mais l'histoire de l'aquarium, je pense que c'est plus Michel qui disait ça. Ça se peut, oui. Mais c'est une belle expression, l'aquarium, dans les yeux, là. Mais je suis pas capable d'en dire plus. Souvent, on se bloque à s'exprimer ou même ressentir parce qu'on a peur. Peur de ne pas être cru, par exemple. Pour toi, Louise, qu'est-ce qui te fait peur à l'idée de parler de ce que tu vis? De pas être cru. C'est le seul mot que je peux dire. De pas être cru. Parce que je peux parler, puis mon visage va rester tel quel. Puis est-ce que la personne devant moi va comprendre? Va me croire? C'est quand la première fois que tu as senti qu'on te croyait? Aux maisons de l'encre. Vraiment. C'est la première fois de ma vie que j'ai été crue. Puis qu'on m'a aidé. Qu'est-ce qui t'a donné le sentiment qu'on te croyait? L'approche. Je dirais le toucher. Parce que pour moi, le toucher est important. Que pour moi, ça m'aide à être crue. Comme quoi? Comme ça. Ça, c'est quoi? M'a fait tenir la main. Je sens qu'avec ce toucher-là, qu'on est là pour moi, qu'on me croit, puis qu'on veut m'aider à continuer. Puis c'est un geste qui peut paraître peut-être pas conventionnel non plus quand on fait de l'intervention. C'est ça. Mais c'est important. Oui. Pour moi, c'est important, même si, comme tu dis, dans l'intervention, ça se fait pas. Mais c'est un de mes rêves, d'être tenu 2 secondes. Ça fait du bien. C'est beau ce que tu dis, Louise. Merci. Michel, pendant ta période d'itinérance, tu as vécu beaucoup de profilage parce que tu étais en itinérance, parfois en détresse. Et à plusieurs reprises, les gens qui étaient censés être neutres ou aidants, comme les policiers ou des chauffeurs d'autobus, t'ont profilé. Comment tu vis ça aujourd'hui? Peux-tu être en confiance de t'exprimer au lieu d'accumuler ou peut-être même exploser? Eh mon Dieu, ça fait un fil conducteur tout à fait adéquat. C'est vraiment ça c'est que moi, je me sens profilée continuellement. C'est-à-dire, de par mon air, de mon attitude, on peut juger de l'état que je suis.
que je peux être une personne plus bête, moins sympathique, ne pas me faire croire, moi aussi, que quelqu'un ne me croit pas, voyons, avec la stature que j'ai, avec le front de bœuf, comme on m'a déjà dit quand j'étais jeune. Mais pourtant, j'ai une sensibilité sans borne. Mhm. Je te dirais, moi, j'ai besoin d'abandon. J'ai besoin de m'abandonner. Puis, c'est vrai, j'ai peur aussi du jugement, mais j'ai beaucoup plus peur de la réaction que je peux avoir, jusqu'où je vais m'abandonner. Est-ce que ça va avoir lieu d'une crise? Est-ce qu'on va m'interner à l'hôpital? C'est tout ça que j'ai peur. Fait que oui, dans certains contextes, c'est du courage que ça me prend parce que j'ai peur de ces choses-là que j'ai nommées. Fait que là, je me retiens plus souvent qu'autrement. Et puis, ça, je peux pas le développer avec n'importe qui, tu sais. Je peux pas, à part avec Louise, là, ça c'est... j'ai pas mal fait confiance à justement me laisser aller. T'as-tu encore parfois peur de ne pas être cru si tu as besoin de demander de l'aide? Oh oui. C'est une des premières choses qui me préoccupe quand je rencontre quelqu'un, surtout que je connais pas ou peu. J'ai peur de ne pas être cru parce que ça vient de mon passé, tu sais. Puis ça, mon passé, je peux pas le changer. Je peux juste changer le présent. Puis c'est de faire confiance en la vie. Ce qui est clairement tough à redévelopper là, quand Ah oui. on a vécu des choses comme vous avez vécu toutes les deux. Développer la confiance envers l'autre. Est-ce que ça va? L'émotion qui est montée. Mm-hmm. Ça te rend émotif d'entendre Michel? Oui. Ce que je pourrais dire, c'est que avec tout ce que tu viens de dire, j'ai compris. Merci d'être là. Je t'aime. Oh, merci. Moi aussi, je t'aime. Merci beaucoup. Reconnecter avec nos émotions nous permet de nous affirmer puis d'exprimer des besoins. Louise, quelle prise de conscience as-tu pu faire en ayant plus d'espace pour te déposer et te comprendre? Ce que je donne aux gens, je devrais le prendre pour moi aussi. Effectivement. Mais pour moi, c'est les autres gens qui sont plus importants. Moi, c'est après. T'en penses quoi, Michel? Oh que oui. Elle est comme ça c'est de toute évidence. C'est les autres qui sont en premier, puis elle, bien après. Puis c'est ce qui me touche beaucoup parce que j'ai été comme ça énormément avant. Encore aujourd'hui, quelquefois. Mais je ne m'indispose plus à aller de l'avant parce que c'est trop touchant. Ça vient envahir une zone de sauveteur ou de sauveur qui n'a plus sa place nécessairement. J'aime beaucoup que tu parles de sauvetage parce que c'est un concept qu'on utilise en intervention, quand ce qu'on peut même faire des fois comme intervenant, intervenante. C'est ça. C'est important de se recentrer sur nous aussi. Mm. Michel, comment est-ce que ressentir, identifier, accepter ou exprimer tes émotions, ça peut être une façon pour toi de reprendre ton pouvoir envers ton vécu? Ben,
Je vais vous parler d'écriture. C'est un bon moyen pour moi de me faire justement de l'espace. Mais des fois, là, je suis des journées à pas écrire, puis je me demande, je vais pas bien, puis je me demande qu'est-ce que j'ai oublié de faire. Ben, c'est justement d'écrire. Puis c'est un peu ça dans beaucoup de domaines. Puis quand je peins, j'ai pas le goût de manger. Moi, je suis une gourmande. Et puis, j'essaie de trouver des moyens de moins manger. Mais quand j'ai remarqué que je peignais, ben, j'ai pas faim, je mange pas en même temps, puis c'est à peu près la seule activité que je mange pas en même temps. Même je peux aller prendre une marche, je pourrais manger en même temps, faire d'autres activités. Mais non, c'est ça, ça m'aide à m'exprimer. À te sentir présente aussi. Oui, c'est ça. Ça va, Louise? Honnêtement, Mm-hmm. beaucoup de difficultés, Qu'est-ce qui se passe? d'émotions. Qui sont-tu pris en dedans? Oui. C'est quoi que tu aurais besoin? Qu'elle me lâche pas. Vous êtes touchante. Ça n'a pas de bon Oui. sens. Ça me touche moi aussi. Louise pleure. C'est bien. J'ai envie de terminer sur une note de beauté, de lumière avec vous aujourd'hui, Michel et Louise. Alors, j'ai envie de vous demander de me raconter une fois où vous sentez que ça a débloqué pour vous de ressentir ou de parler, puis comment ça vous a fait du bien. Moi, le moment le plus crucial que j'ai vécu, qui ça a eu un impact dans ma vie, c'est quand j'ai pleuré pour la première fois entre deux intervenants. J'étais en sandwich. Et puis, ils m'ont pris le bas des reins. Ça faisait comme une pression sur mon ventre. Puis cette pression-là, l'autre personne me disait « Dis A ». Et je disais « A ». Et la vibration de ce que j'avais à l'intérieur de moi, quand j'étais comprimée, eux autres, ils sont plus comprimés avec moi. Puis ça a sorti toutes les larmes en disant « Ah ». J'en parle encore aujourd'hui, puis ça vient me chercher. C'est fou comment ça m'a fait du bien, ce premier pleurage-là, si je peux appeler ça de même. Seigneur, je n'avais besoin de pleurer beaucoup, tu sais. Il y a aussi l'apprentissage du cri primal. J'ai appris à crier le cri primal. Ça m'a aidé à débloquer la colère intense que j'avais. Puis, ça, j'allais dans la forêt et puis je me laissais aller en m'accroupissant. Puis, je partais mon son de en bas jusqu'au plexus, puis en faisant A aussi. Mais le A, il devenait comme très changé, très... c'était vraiment épeurant parce qu'il y avait des sons qui étaient comme pas les miens, tu sais. Et puis, je me suis mis à hurler et ça a fait un bien énorme. Ça, c'est les 2 pratiques que j'ai vécues dans cette thérapie-là qui m'ont aidé énormément. Ça m'a fait du bien parce que j'ai trouvé ma voix aussi avec tout ça. J'ai pu trouver la parole. Ça a fait de la place à sortir des sons qui étaient empaquetés, puis embouffetés dans mon corps. Merci, Michel. Louise? Oui. Pour ce qui est de parler, qu'est-ce qui aide à débloquer?
Et on va l'appeler encore Laurence. Fait qu'avec elle, j'ai plus ouvert que je pouvais m'ouvrir avant. Et ça m'a permis de m'ouvrir avec d'autres intervenantes, d'autres personnes, une certaine chargée de projet. Josiane, Zoé, Michel. Avec vous autres, j'ai appris à parler pas mal plus. Nos rencontres, nos réunions pour le balado. Parce que tu as senti qu'en faisant partie du comité balado, tu avais ta place pour parler. Oui. Au début, j'avais peur que qu'est-ce que je vais aller faire là, puis qu'est-ce que je vais dire. Mais non, ça a été un bon tremplin, je peux dire. Effectivement, puis tes mots sont tellement importants. Merci. En terminant, Louise, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui pourrait peut-être nous écouter en ce moment et qui, comme toi, aurait de la difficulté à ressentir et parler de ses émotions puis de ses besoins? Ce que je pourrais dire à cette personne-là, à cette femme, n'aie pas peur. Laisse-toi aller. Et surtout, va chercher de l'aide. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'écouter, te croire. Merci, Michel. Merci, Louise. Merci à toi. Ça me fait plus que plaisir d'être là puis de vous entendre. C'est honnêtement toujours un privilège d'être là. Pour s'exprimer comme ça d'une manière qui nous fait du bien et qui nous soutient, ça prend quelqu'un à qui en parler. Alors, ça ouvre surtout le sujet des relations. Les relations avec les autres et la place que ça prend dans le rétablissement, dans votre rétablissement. On va aborder ça au prochain épisode. Est-ce que vous acceptez de vous ouvrir sur votre amitié entre vous deux, comment vous la vivez actuellement et la place que ça a dans votre établissement? Très certainement. Oui. On va aussi aborder dans le prochain épisode les relations qu'on peut développer dans l'entourage au fil de notre établissement, par exemple avec les intervenantes ou avec d'autres proches ou amis. Est-ce que vous avez hâte? Oui. Oui, énormément. Yes. Merci. Merci. Merci à toi. S'il y a des personnes qui ont besoin d'aide parmi ceux qui nous écoutent, j'espère que notre balado peut vous inspirer. Peut-être même vous aider à identifier et trouver l'aide dont vous avez besoin. Si vous voulez en savoir plus sur les maisons de l'encre, cliquez sur les liens dans les notes écrites du balado sur votre écran. L'organisme dépend de donateurs pour continuer à exercer sa mission. L'approche des maisons de l'encre repose sur une vision profondément humaine, féministe et inclusive qui vise à accueillir chaque personne sans condition et sans jugement. Dans un milieu de vie sécuritaire et accueillant, l'accent est mis sur la dignité et l'écoute des besoins réels et individuels. La valorisation de l'expérience vécue est au cœur des interventions. On y reconnaît les forces, les capacités et les savoirs de chaque femme, personne trans ou non-binaire afin de mieux les soutenir dans la reprise de pouvoir sur leur vie. Notre balado est enregistré à Montréal et conçu par le comité balado des Maisons de l'encre et la réalisatrice Zoé Gagnon-Paquin. Il est rendu possible grâce à un financement de la Table des groupes de femmes de Montréal et la Ville de Montréal. À l'enregistrement, Kevin Gironnet et William Morer de Virage Sonore. Composition et post-production, Louis-Olivier Desmarais. Réalisation Zoé Gagnon-Paquin.
Puis je pense à Laurence. Mon Dieu, quand elle va se sentir... ouais, Écoute, sa tête Élevé. va enfler. Là. elle passera plus dans la porte.